Elle avait 32 ans, un regard doux, des lèvres toujours un peu tristes, et une façon de se mouvoir comme si le monde entier lui appartenait, ou du moins, devait lui appartenir. Elle s'appelait Maeva. Son histoire n'était pas si différente de celle que l'on croise dans les rues ou dans les romans aux pages cornées. Une femme ordinaire, mais dont le cœur avait été piétiné une fois de trop, qui avait décidé, pour une fois, de ne plus être celle qu'on quitte. L'homme qu'elle aimait, c'était Hugo, 37 ans, marié, 2 enfants, un poste confortable dans une société de transport maritime. Il l'avait rencontré un soir de novembre, dans un bar discret du quartier des Batignolles. Ce soir-là, Hugo n'avait pas prévu de tromper sa femme. Il avait juste besoin de se sentir respirer, de parler à quelqu'un d'autre que ses collègues ou ses enfants. Et Maeva était là, belle, lointaine, mais curieusement attentive. Elle l'avait regardé comme aucun être humain ne l'avait regardé depuis des années. Elle l'avait écouté sans juger. Elle avait ri de ses blagues sans éclat, touché son bras au bon moment, et au moment de partir, elle avait glissé dans sa main un petit papier, sans prénom, juste un numéro, et une phrase griffonnée à la va-vite. « Je ne suis pas ta vie. Mais je peux être ta parenthèse. » Ce fut une parenthèse. Une longue, douce, déchirante parenthèse. Leur liaison dura 2 ans. 2 années faites d'hôtels discrets, de rendez-vous volés à l'heure du déjeuner, de messages supprimés en panique, de promesses murmurées dans le noir, de rires étouffés dans des draps froissés. Au début, Hugo avait juré que ce n'était que passager, que jamais il ne quitterait sa femme. Puis, au fil du temps, il avait commencé à rêver d'autre chose. Il parlait divorce. Il parlait futur. Mais à chaque fois qu'un moment décisif approchait, Noël, les vacances, les rentrées scolaires, il reculait. Maeva, elle, attendait. Elle souriait, elle comprenait, elle disait qu'elle n'était pas pressée. Mais à l'intérieur, elle bouillait. Elle ne supportait plus d'être celle qu'on cache, celle qu'on quitte à 17h30 pour rentrer nourrir les enfants, celle qui n'existe que dans les marges. Alors, un jour, elle décida de ne plus attendre. Elle inventa une nouvelle vérité, une nouvelle réalité. Elle acheta un test de grossesse, le mouilla avec quelques gouttes d'eau et traça elle-même, avec une grande précision, la seconde ligne. Puis elle l'envoya en photo à Hugo, accompagné de 2 mots seulement, c'est positif. Le silence dura 3 minutes. Puis Hugo appela. Il avait la voix blanche, étranglée par un mélange de panique et d'émotion. Il bredouilla des phrases sans suite. Mais comment? On faisait attention, non. Tu en es sûr? Qu'est-ce qu'on va faire? Elle resta douce, rassurante, presque calme. Elle lui dit qu'elle comprenait, qu'elle ne lui demanderait rien, qu'elle ne voulait pas le piéger. Mais elle laissa échapper, très doucement, comme une fleur qui tombe d'un arbre. Je crois que je vais le garder. Et là, elle sentit le basculement. Hugo ne dit rien pendant plusieurs secondes, puis il prononça la phrase qu'elle attendait depuis des mois. Il faut qu'on en parle sérieusement. Peut-être qu'il est temps que je quitte Sophie. Et ce fut le début du piège. Maeva n'était pas enceinte. Elle ne le serait jamais. Depuis un accident de scooter à l'âge de 20 ans, elle avait une stérilité définitive, un utérus abîmé, calcifié, une cicatrice invisible mais cruelle. Elle avait appris à vivre avec ce manque, à porter ce vide en elle comme un secret honteux. Mais aujourd'hui, ce vide devenait une arme. Une illusion féconde. Chaque semaine, elle lui donnait des nouvelles de la grossesse imaginaire, les nausées, les envies étranges, la fatigue. Elle téléchargeait des photos d'échographie sur Internet, choisissait des images floues où l'on distinguait à peine un petit haricot blanc. Elle lui parlait des prénoms. Elle le laissait poser sa main sur son ventre après l'amour, un ventre qu'elle gonflait légèrement en retenant son souffle. Et Hugo y croyait. Il y croyait de tout son cœur, de toute sa peur. Il commença à chercher un appartement. Il fit des comptes. Il parla à un avocat. Il prépara ses enfants doucement à un changement à venir. Pendant ce temps, Maeva s'enfonçait dans une spirale. Chaque jour, elle devait inventer, mentir, anticiper. Elle acheta un faux carnet de suivi de grossesse, mit en scène des rendez-vous médicaux, prétendit avoir une gynécologue si particulière qu'elle refusait tout contact extérieur. Tout était calculé. Hugo, lui, devenait de plus en plus nerveux. Sa femme sentait que quelque chose clochait. Un soir, elle fouilla dans son téléphone. Et tout explosa. Cris, larmes, porte qui claque. Il dormit à l'hôtel. Puis chez Maeva. Puis définitivement ailleurs. Le divorce fut enclenché. Maeva, dans son petit appartement aux rideaux clairs, sentit que le piège fonctionnait parfaitement. Et pourtant, au fond d'elle, un doute grandissait. Jusqu'où cela pouvait-il aller? Les semaines passèrent. La date du terme approchait. Hugo voulait être là pour l'accouchement. Il voulait l'inscrire à la maternité, préparer la chambre du bébé. Il parlait de poussette, de berceau, de faire-part.
Maëva sentait la panique monter. Un matin, elle fit une chute dans les escaliers. Volontaire. Contrôlée. Quelques ecchymoses, une entorse au poignet. Et une annonce, j'ai perdu le bébé. Elle pleura, hurla, se coucha en boule dans les bras d'Hugo. Et il crut tout. Il la consola, lui apporta des fleurs, lui proposa de partir en voyage. Mais quelque chose, ce jour-là, se brisa en lui. Pas à cause du mensonge qu'il ne soupçonnait pas encore, mais à cause du vide. Il avait quitté sa vie, sa famille, pour une promesse qui venait de s'évaporer. Lentement, il devint distant. Silencieux. Triste. Maëva tenta de le retenir. Elle reparla d'un autre enfant, d'une adoption peut-être. Il la regarda longtemps, un soir, les yeux pleins d'ombre. Et il dit doucement, « Tu sais, parfois, j'ai l'impression que tu n'es pas celle que je croyais. » Elle sentit alors que la fin approchait. Que le théâtre avait trop duré. Qu'elle avait gagné, pour mieux tout perdre. Et ce qui devait arriver arriva. Un après-midi, elle reçut une convocation. Le mari de son ancienne voisine, médecin, avait parlé à Hugo par hasard. Une simple discussion sur les fausses couches, sur les examens nécessaires, sur les certificats médicaux, sur les documents qu'elle n'avait jamais fournis. Et le doute naquit dans l'esprit d'Hugo. Puis la colère, puis la haine. Le soir même, il entra dans l'appartement, claqua la porte, et lui demanda une seule chose, « Dis-moi la vérité. » Elle ne dit rien. Elle s'assit sur le canapé. Elle croisa les bras. Et elle répondit, froidement, « Tu préfères un mensonge qui t'a donné le courage de vivre, ou une vérité qui t'aurait enchaîné à jamais ?» Ce fut leur dernière conversation. Il partit. Elle resta seule. Pas enceinte. Pas mère. Pas aimée. Simplement vide. Mais dans ce vide, elle trouva une étrange paix. Parce qu'elle avait été, pendant un moment, le centre du monde d'un homme. Même si ce n'était qu'un mensonge. Même si ce n'était qu'un mirage. Elle avait été regardée comme une femme porteuse de vie, comme l'avenir. Et parfois, pensa-t-elle en regardant le plafond de sa chambre silencieuse, cela suffit à justifier tous les mensonges. Maëva ne sortait plus beaucoup. L'appartement semblait s'être figé dans le temps, comme si chaque objet, chaque rideau, chaque livre encore ouvert sur la table basse portait la trace du mensonge. Les faux papiers médicaux restaient dans une boîte cachée sous le lit. Elle ne les détruisait pas. Pas encore. Peut-être parce qu'ils étaient les dernières preuves de cette fiction dans laquelle elle avait presque cru elle-même. Hugo, lui, avait disparu. Bloqué son numéro. Coupé tout contact. Elle avait appris, par une amie commune, qu'il était retourné auprès de sa femme. Ou du moins, qu'il essayait. Un retour brisé, honteux, sans promesse de pardon. La femme ne l'avait pas encore chassé. Elle le laissait dormir dans la chambre d'amis. Pour les enfants. Mais Hugo, lui, n'était plus tout à fait là. Il était ailleurs, l'âme fissurée, rongée par une trahison si subtile qu'elle l'avait rendu paranoïaque. Il doutait de tout le monde, même de lui-même. Pendant ce temps, Maëva se remettait à travailler. Freelance. Traduction juridique. Silencieuse dans son salon. Elle ne voyait plus ses amis. Elle ne sortait plus boire un verre. Elle avait vieilli, d'un coup, comme si la perte du faux bébé l'avait aussi arrachée à sa propre jeunesse. Chaque jour ressemblait au précédent. Elle mangeait peu, dormait mal. Elle s'était coupé les cheveux, courts, presque masculins, comme pour effacer ce corps de femme qui avait trahi les règles du monde. Et puis, un jour, il y eut une lettre. Pas un message. Pas un mail. Une lettre manuscrite. L'écriture d'Hugo. Je ne sais pas pourquoi je t'écris. Peut-être pour vider mon poison. Ou peut-être parce que malgré tout, je t'ai aimé. Je t'ai aimé avec la naïveté d'un adolescent qui croit encore au miracle. Je t'ai aimé à en croire ce ventre qui ne gonflait pas, à en rêver la petite fille qu'on n'aurait jamais eue. Et tu m'as détruit. Mais pire, tu m'as fait douter de moi. Et pourtant, je repense à toi. Parfois. À ce que nous étions. À ce qu'on aurait pu être si tu avais juste eu le courage de me dire que tu avais peur de me perdre. Je ne te pardonne pas. Mais je ne peux pas t'oublier non plus. Elle lut la lettre plusieurs fois. Puis elle la rangea. Sans répondre. Dans les mois qui suivirent, elle tenta une thérapie. Elle parla, peu. Elle disait qu'elle voulait comprendre pourquoi elle avait fait cela. La psy l'écoutait sans juger. Elle évoqua son passé, sa mère absente, son père froid, ses précédentes ruptures, les hommes qui partaient toujours. Toujours. Et cette rage silencieuse d'être l'éternelle variable d'ajustement. La fille bien mais jamais la priorité. Celle qu'on aime, mais qu'on n'épouse pas. Celle qu'on cache, jamais celle qu'on célèbre. Un an passa. Puis deux. Un nouveau travail. Un nouvel appartement. Plus lumineux, plus petit. À son image. Elle recommença à sortir,
à parler, à sourire, mais jamais très longtemps. Une distance flottait toujours autour d'elle, imperceptible. Comme si elle portait un parfum de cendre. Elle revit quelques hommes. Des histoires sans lendemain. Elle ne voulait plus qu'on entre dans sa vie. Plus comme avant. Plus profondément. Jusqu'à ce jour. Il s'appelait Malik. Il était bibliothécaire. Discret, patient. Il lui parla de livres. Pas de promesses. Pas de futur. Juste des pages, des mots, des silences confortables. Elle se surprit à l'écouter. À rire. À poser sa main sur la sienne, sans crainte. Il lui demanda un jour. « Tu veux des enfants ?» Elle le regarda longuement. Puis elle répondit. « Je ne peux pas. Mais je peux aimer. Profondément. » Il ne dit rien. Il hocha la tête. Et resta. Ce ne fut pas une histoire parfaite. Mais ce fut une histoire vraie. Et dans le creux de cette sincérité tardive, Maëva apprit enfin que l'amour n'a pas besoin de mensonges pour exister. Que parfois, la vérité, même nue, même douloureuse, peut aussi retenir ceux qui veulent rester. Pas par devoir. Pas par piège. Mais simplement parce qu'ils vous aiment. Et c'était peut-être ça, au fond, le vrai miracle qu'elle n'avait jamais osé espérer.